Alors, on est en ligne. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien rentrés chez vous, bien au chaud, bien devant notre live sur l'éducation et l'intelligence artificielle, parce que ça fait facilement un an à peu près qu'on est en train d'entendre parler de l'IA, alors principalement de ChatGPT. Ici à Cap Mission, on a beaucoup d'élèves du coup en bruit de couloir qui nous racontent gentiment et tout fièrement comment ils arrivent à tricher avec l'IA. On a des professeurs qui sont de plus en plus investis, mais on a aussi tout un travail de réflexion qui s'installe sur le plan universel mondial. Et c'est pour ça qu'on a décidé du coup de voir est-ce que l'IA en éducation, il faut le voir comme une menace ou comme une révolution. Et dans ce live, justement, on a 3 intervenants qui travaillent dessus. Alors, on a tout d'abord Ali. Si tu peux faire un petit coucou, qui est Ali, Bonjour à entrepreneur tous. en éducation et nouvelles technologies, donc l'entrepreneuriat, un rôle clé aujourd'hui. On a Alexandre, qui est à Marseille, et Bonjour. voilà, qui est professeur d'SVT, qui a créé un projet qui va nous présenter juste après, justement, d'IA pour les élèves du secondaire. Et Khalil, qui est professeur à l'université Hassan II de Casablanca, et qui justement docteur en informatique et qui lui travaille la transformation digitale, terrain de jeu sur l'éducation. Alors justement, je ne vais pas trop parler en votre nom. Ali, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, raconter justement ton travail autour de l'éducation en tant qu'entrepreneur et des nouvelles technologies, en quoi ça consiste? Merci beaucoup Aurélie. Et donc un grand plaisir d'être ici. C'est un sujet qui me passionne énormément. J'ai toujours été un enthousiaste de la technologie dans l'éducation depuis une quinzaine d'années. Donc ça fait 12 ans que je travaille au Maroc avec l'idée que la technologie est une opportunité qui est énorme pour le Maroc et pour l'ensemble des pays émergents, parce que ça permet de personnaliser l'éducation, d'avoir en fait un enseignant qui potentiellement s'adapte à chaque élève. La personnalisation de l'éducation, c'est le fait d'avoir en fait d'être traité comme un prince, en fait, comme les percepteurs d'il y a 100 ans. Et donc voilà, donc moi je fais ça depuis 12 ans. Je suis extrêmement passionné et enthousiaste à l'idée de blender, de mélanger la technologie avec l'éducation. Je pense qu'il y a énormément de potentiel là-dessus. Je suis avec beaucoup d'intérêt et d'idées d'application, tout ce qui se fait au niveau de l'IA, mais des technologies en général, pour améliorer les services éducatifs. Super. Et du coup, Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, s'il te plaît, et du projet justement que tu mènes? Oui, tout à fait. Bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Moi, je suis Alexandre Castanet. Je suis professeur de SVT à Marseille, dans un collège. Et je suis aussi chargé de mission à la DRAN PACA. Et je suis chef de projet pour Ansu. Ansu, c'est une IA maîtrisée de bout en bout. C'est une idée qu'on a eue il y a un peu plus d'un an, qu'on a lancée lors d'un séminaire sur l'IA en PACA. Et l'objectif, c'était de proposer une IA aux élèves, mais qui soit parfaitement sécurisée pour éviter justement que les élèves aillent directement sur ChatGPT. Donc ça, c'est un projet qui maintenant a abouti et qui est en expérimentation, et on espère qu'il sera diffusé, qu'il pourra être diffusé pour beaucoup plus d'élèves. Voilà. Vu qu'on est ici à Casa, est-ce que tu peux nous expliquer rapide, c'est quoi la DRAN pour ceux qui ne connaissent pas Alors, spécialement? en fait, moi, je travaille aussi dans le service numérique du rectorat, et on accompagne tous les enseignants qui souhaitent faire du numérique dans leur classe, en fait. Voilà, donc le projet s'inscrit dans ce département-là. Super. Et du coup, Khalil, alors est-ce que tu peux nous parler de ton travail de recherche?
Oui, bien sûr, Aurélie. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être parmi vous ici en ligne. Donc, moi, généralement, je suis professeur à l'université. Mon domaine d'expertise, c'est l'informatique en général. J'enseigne l'informatique à l'université Hassan de Casablanca, bien évidemment au département d'informatique. Et bien évidemment, je me focalise beaucoup plus sur la recherche scientifique. Et donc, on écrit des articles, on publie des articles pour pouvoir utiliser des algorithmes qu'on appelle aujourd'hui d'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes bien spécifiques dans différents secteurs, notamment le secteur médical, comme le diagnostic automatique. On travaille aussi sur des données médicales bien précises comme les signaux électrocardiogrammes, les signaux électroencéphalogrammes. Donc ça, c'est mon domaine de recherche. Donc je travaille avec mes doctorants pour développer des algorithmes bien spécifiques. En plus de ça, bien sûr, je m'intéresse à l'intelligence artificielle en tant que discipline scientifique, tout d'abord, pour pouvoir, bien évidemment, vulgariser un petit peu ce concept très important à travers des séminaires, des participations dans différents congrès, pour pouvoir les faciliter aux différents auditeurs et personnes intéressées. Voilà. D'accord, un très beau projet. Alors justement, le but de s'être réunis tous les quatre, et notamment vous trois, c'est de parler de cette situation, parce qu'aujourd'hui, donc depuis plus d'un an, l'IA est sur toutes les bouches, dans l'éducation, partout, au travail, notamment, comme tu le disais, Ralil, tu travailles beaucoup sur le secteur médical, etc. On voit aussi le sommet qu'il y a eu sur l'IA à Paris de la semaine dernière ou il y a 2 semaines, et où de l'argent va être débloqué. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut plus y échapper. On ne peut plus faire la politique de l'autruche et simplement se dire que c'est un effet de mode. Mais vu qu'on parle beaucoup d'IA, peut-être qu'il y a des gens, d'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire. On va y répondre avec plaisir, donc n'hésitez pas à les poser. On y répondra. Mais d'abord, au final, c'est quoi une IA? Parce qu'on l'entend, on en parle, tout le monde présuppose ce que c'est, mais au final, qu'est-ce que c'est? On est un peu perdu vis-à-vis de ça. Et justement, à ce niveau-là, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous vulgariser, surtout pour des parents qui voient leur enfant toujours avec l'IA, c'est quoi une IA concrètement vis-à-vis de l'éducation? Alors, moi, je vais reprendre, pour expliquer un petit peu ce qu'est une IA, je vais reprendre la définition de Cédric Villani, qui est un grand vulgarisateur scientifique, aussi un grand scientifique, bien sûr. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ces vidéos sur YouTube, elles sont très intéressantes. Donc, l'IA, en fait, c'est une fonction. C'est une fonction mathématique de type f de x égale y, mais qui imite le raisonnement humain ou même le raisonnement animal. Donc ça, c'est la première chose. Donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. Hein. Si on veut donner un exemple, l'IA, c'est on rentre du texte en français et il ressort un texte en anglais. Donc, voilà ce que c'est l'IA. Donc ça, jusqu'à présent, il n'y avait que les êtres humains qui étaient capables de le faire. Et aujourd'hui, on a des machines qui le font et des fois, elles le font bien mieux que les êtres humains. Le troisième point de la définition sur l'IA, c'est une fonction qui fait le buzz. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que ce que l'on appelait IA avant, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus IA. Et peut-être que ce qu'on appelle IA aujourd'hui, on ne l'appellera plus IA demain parce que ça aura été dépassé et que ça sera rentré dans les habitudes, etc. etc. Donc l'IA, c'est souvent quelque chose qui fait le buzz. Alors, si on veut dire deux, trois petites choses sur l'IA, est-ce que c'est pratique? Ben oui, c'est très pratique parce que c'est un nouveau moyen d'accéder à la connaissance. Hein. C'est-à-dire que vous avez à votre disposition un cerveau aussi rempli, peut-être pas aussi bien fait, mais aussi rempli que celui d'Einstein. Hein. Donc, ça permet d'accéder à la connaissance. Ce qui est intéressant aussi avec les IA, c'est qu'elles peuvent parler toutes les langues et tous les formats. C'est pour ça qu'elles sont si fortes en informatique. Et d'ailleurs,
l'entreprise Mistral IA en France, une entreprise française, vient de sortir un moteur de langage, une IA donc, qui maîtrise parfaitement toutes les langues arabophones. Hein. Donc, vous pouvez aller voir les nouvelles là-dessus, c'est très intéressant. Et ensuite, dernier point qui peut être intéressant pour les IA et qui est très pratique, c'est qu'on peut les aligner selon nos besoins. On peut en faire des mathématiciens, on peut en faire des poètes, on peut en faire des joueurs de Go, mais ça vous savez, ou des joueurs d'échecs, mais elles s'adaptent très bien à nos besoins. Par contre, évidemment, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses, c'est ce qu'elles ne savent pas faire. Donc déjà, elles n'ont pas de mémoire, c'est-à-dire que vous rentrez le texte en français, ça vous ressort le texte en anglais, mais après, ça ne se souvient plus de rien. Elles peuvent répondre différemment, c'est-à-dire que vous n'aurez pas exactement toujours la même traduction. Ensuite, il faut savoir aussi qu'elles disposent d'informations périmées, c'est-à-dire si vous lui demandez ce qui s'est passé la veille, il n'y a pas de système d'information en direct, les connaissances de l'IA s'arrêtent le jour où elle a fini d'être entraînée. Il faut savoir aussi que les IA, c'est très coûteux. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'IA gratuites, mais très rapidement, ça va devenir payant. C'est très coûteux, ça consomme beaucoup d'énergie, donc c'est un problème écologique. Et enfin, elles sont généralistes, c'est-à-dire que si vous voulez l'adapter à vos besoins, il va falloir que vous y rentriez de la connaissance, ça pose un certain nombre de contraintes. Et dernière chose, c'est qu'elles hallucinent, elles sont faites pour répondre, et même quand elles ne savent pas, elles répondent. Donc, tout ça pour dire qu'avec les avantages et les inconvénients de l'IA, il va falloir apprendre un certain nombre de choses, et c'est ce qu'on appelle la science et l'art du prompt. Voilà. Et moi, ma conviction, c'est qu'il faut apprendre ça à nos enfants, parce qu'ils vont vivre dans un monde où il y aura des IA partout, et que c'est vraiment une compétence dont ils vont avoir besoin. Moi, ce qui m'intrigue, je ne sais pas ce qu'Ali et Khalil vous en pensez, c'est quand Alexandre t'a dit, surtout sur le dernier point, que les IA, elles hallucinent, qu'elles s'arrêtent une fois que on ne leur injecte plus de connaissances, mais que généralement, les élèves, là, je vais m'adresser en tant que prof, et Alexandre peut-être aussi, les élèves ont cette illusion que l'IA, elle est infinie en termes de connaissances. Et je sais pas, je trouve ça un petit peu grave, cette illusion, et comment on peut démystifier ça. Je sais pas si Khalil, tu as cette notion de démystification ou de mystification autour de l'IA, tu la partages? Alors, pour comprendre un peu comment fonctionne l'IA d'une manière très simple, d'accord? Donc, IA, elle est composée de deux termes. Elle est composée du terme intelligence et le deuxième, c'est artificiel, d'accord? Le deuxième terme, on n'a pas de problème parce qu'artificiel, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et donc qui est inventé par l'humain. Le problème qui se pose, c'est dans le premier terme, c'est l'intelligence elle-même. Et comme vous le savez, la définition de l'intelligence elle-même, de l'intelligence humaine, c'est une tâche qui n'est pas si simple qu'on peut le penser. Pourquoi? Parce que comment on peut, par exemple, définir l'intelligence humaine? Est-ce que c'est lié à la mémorisation? Est-ce qu'elle est liée à la vitesse du calcul? Est-ce qu'elle est liée à l'innovation? Est-ce qu'elle est liée à la créativité? Bien évidemment, il y a une association américaine de la psychologie, c'est l'une des plus grandes associations mondiales, qui ont demandé à plusieurs experts et plusieurs psychologues de définir l'intelligence artificielle et par la suite, ils ont corrélé avec quelques caractéristiques bien déterminées. Ils ont trouvé que les deux premières caractéristiques, la première, c'est le fait de pouvoir raisonner avec un niveau d'abstraction très élevé. C'est ce qu'on appelle, nous, par exemple, les maths. D'accord? Lorsqu'on essaie de pouvoir raisonner avec une abstraction très élevée. La deuxième, c'est la capacité de l'humain à pouvoir résoudre un problème. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est de la même manière. Loin de pouvoir la comparer avec l'intelligence humaine, c'est juste un programme informatique qu'on peut le simplifier d'une manière très simple, tourné sur des machines, d'accord, du matériel, ce qu'on appelle du hardware, et alimenté par la data pour pouvoir prendre une décision bien déterminée. Donc, cette machine-là, bien évidemment, elle peut pouvoir nous aider en tant qu'humains à prendre des décisions. Sauf que l'intelligence artificielle, elle a plusieurs niveaux.
La première, c'est l'intelligence assistée, c'est-à-dire un programme ou bien une machine qui va pouvoir assister l'humain à pouvoir prendre ses propres décisions. Le deuxième niveau qui est un peu plus élevé, c'est une intelligence augmentée, c'est-à-dire je vais m'en servir de l'intelligence artificielle pour pouvoir collaborer ensemble et prendre des décisions. C'est le cas, par exemple, du diagnostic médical. Et il y a la dernière, c'est l'intelligence autonome, c'est-à-dire je vais pouvoir créer une machine qui va pouvoir prendre des décisions d'une manière autonome. Mais l'autonomie aussi, c'est d'une manière partielle. Ce n'est pas une autonomie vraiment indépendante. C'est le cas des voitures autonomes, en fait. D'accord? Donc, je vais pouvoir juste lui fixer un objectif d'aller d'un point A vers un point B. Et par la suite, elle va suivre le chemin le plus facile. Maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle, elle est parfaite? Est-ce qu'elle peut résoudre tous les problèmes? La réponse est non. Donc, l'intelligence artificielle, c'est justement juste des programmes d'apprentissage qui peuvent résoudre, même si on prend par exemple un cas très simple qu'on connaît tous, d'accord, le diagnostic médical. Même avec le diagnostic médical, il n'y a pas un degré de performance à 100%, d'accord? On va pouvoir essayer de pouvoir diagnostiquer à travers des images, par exemple IRM, cérébrale ou ce que vous voulez, avec un degré bien précis. Et donc, dans ce cas-là, on doit voir l'intelligence artificielle de cette manière. Et en fait, c'est ça la beauté de la recherche scientifique. C'est qu'en tant que chercheur, on essaie toujours à pouvoir l'améliorer petit à petit pour pouvoir faciliter un petit peu la tâche pour l'humain. Donc, voilà un petit résumé de ce que peut faire l'intelligence artificielle et pour dire qu'elle n'est pas vraiment parfaite et elle s'auto-améliore au fur et à mesure. Pour moi, c'est assez clair qu'il suis complètement novice en IA. Ali, est-ce que tu pourrais compléter, toi, ta vision vis-à-vis de l'IA, justement? Toi, je sais que tu es très positif vis-à-vis de l'IA. Pourquoi tu es positif? Déjà, il faut comprendre que les algorithmes d'IA, c'est des choses qui existent depuis une trentaine d'années. Hein. C'est pas nouveau. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est simplement qu'on est arrivé à un certain niveau de performance technologique, au niveau de l'infrastructure notamment, de la consommation de batterie, de la vitesse d'exécution. Il y a une loi qui s'appelle la loi de Moore qui dit que chaque année, environ, chaque 2-3 ans au plus tard, on double la capacité de traitement et de calcul des machines. Donc, c'est assez exponentiel. Simplement, aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un niveau où on peut faire tourner ces logiciels-là. Et il faut s'imaginer que même si, effectivement, c'est consommateur, ce sera de moins en moins consommateur. Oui, il y a le réchauffement climatique, bien sûr, ça a des effets délétères sur la planète. La gratuité, c'est quelque part, en fait, une sorte de redistribution des richesses, comme a fait Google, qui refacture autrement, en fait, la gratuité de recherche. Mais globalement, en fait, on se dit que c'est quelque chose qui va tourner de plus en plus vite, de mieux en mieux, avec de moins en moins de coûts. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les balbutiements de l'IA. Et si on prend en compte, en fait, cette notion de croissance qui est exponentielle, finalement, ne serait-ce que par le fait que l'IA apprend, en fait, comme vient de le dire M. Khalil, qu'elle apprend, en fait, en fait, c'est une sorte d'autonomie d'apprentissage, ne serait-ce que par le fait qu'il y a une rétro, enfin, que l'output peut rentrer dans l'input, sans vouloir rentrer dans la technicité, il y a quelque part, en fait, on n'arrive pas forcément à savoir et à comprendre avec notre esprit cette vitesse d'évolution. C'est-à-dire que, en fait, la notion de croissance qui est tellement rapide qu'on n'arrive pas forcément à projeter, en fait, ou à interpoler vers où on va. Aujourd'hui, en fait, on n'arrive pas à définir, en fait, une vision claire de qu'est-ce qui va se passer au niveau civilisationnel, quels vont être les impacts d'ici 30 ans. C'est de la science-fiction. Donc, pour moi, je suis positif dans la mesure où je pense qu'il y a des usages d'IA qui vont transformer l'éducation, notamment au niveau de la personnalisation, de l'accessibilité. C'est-à-dire, en fait, déjà, on va adapter les cours au niveau et au rythme de chaque élève. Ça, on l'avait déjà vu à travers tout ce qui est adaptive learning, avec les tests ou les questions qui vont s'adapter au niveau et aux erreurs de chaque élève.
mais l'accessibilité, elle est déjà là, de par Internet, dans tout le monde entier, à chaque fois, dès qu'on a une connexion Internet, sans barrière géographique ou linguistique actuellement, on peut apprendre. Et il y a aussi d'autres avantages. L'automatisation des tâches répétitives, tout ce qui est correction automatique, le suivi de progrès. Je pense que toi, Aurélie, tu as déjà vu ça en fait au niveau de Cap Mission. Je pense que vous avez, les enseignants, vous pouvez mettre des évaluations aux élèves, etc. Le feedback personnalisé, c'est quelque chose aussi qu'on va voir rapidement et qui existe déjà. Et puis aussi, il y a, je pense que ça peut accompagner les enseignants pour comme ce qu'on voit dans plein de métiers. Il y a aujourd'hui des ingénieurs augmentés, des développeurs augmentés. On va voir des enseignants augmentés. Je pense qu'ils existent déjà. Il y a des élèves qui sont déjà augmentés. Et ça, en fait, on peut s'en plaindre ou simplement en fait, se féliciter de voir qu'il y a des élèves qui savent utiliser l'IA en posant les bonnes questions. Et ben, je pense rapidement, on va voir des enseignants des enseignants augmentés qui vont remplacer l'enseignant actuel qui ne l'est pas. Voilà. D'accord. Je fais juste une petite parenthèse. Là, on commence à avoir des questions. N'hésitez pas à les poser. On va y répondre dans quelques instants. Là, ce que tu viens de dire, Ali, ça me fait penser à la discussion qu'on avait eue, Khalil, justement, tu avais écrit un article là-dessus. La quatrième, on est arrivé à la quatrième blessure narcissique de l'humanité, en gros. Cette révolution dont tu parles, Ali, ce côté enthousiaste, il faut le prendre. Khalil, est-ce que tu peux, justement, le côté civilisationnel, comment l'IA, elle devient une révolution, même au-delà technologique, une révolution de la civilisation et comment on peut jouer avec ça? Alors, pour pouvoir parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation, on doit revenir un petit peu dans l'histoire, d'accord? Comment on transmettait la connaissance à travers l'histoire? Donc, au début, on transmettait l'information d'une manière orale. Et donc, ça, c'était vraiment le but du langage. Si il n'y avait pas du langage, on n'aurait pas pu communiquer entre nous. Et donc, la première manière de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre la connaissance, de pouvoir transmettre l'information, c'est à travers la transmission orale. Par la suite, on a inventé quelque chose qui est très important, c'est l'écriture. Et donc, lorsqu'on a inventé l'écriture en Égypte et en Mésopotamie, bien évidemment, on a commencé à stocker de l'information dans des pierres et on a essayé de pouvoir stocker des informations dans un endroit bien précis. Mais ce stockage d'informations n'était pas si simple pour pouvoir écrire beaucoup d'informations. On est passé vers l'invention du papier en Chine. Et donc, lorsqu'on a inventé le papier en Chine, on a encore une fois facilité la transmission de connaissances. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un moyen qui va nous permettre de réécrire toutes les informations dont on parle maintenant, dont on communique, dont on partage. Et donc, supposons, pour rester un peu loin de l'intelligence artificielle, pour aussi vulgariser cette notion d'intelligence artificielle aux parents qui peuvent se demander est-ce qu'on doit pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, est-ce qu'on doit pouvoir l'autoriser à nos enfants, etc. On peut se poser la question suivante. S'il n'y avait pas l'écriture, supposons s'il n'y avait pas l'écriture maintenant, comment on pourrait transmettre toute l'information dans un séminaire ou bien un cours d'un professeur qui est en train de parler et il n'y a aucun moyen de pouvoir rédiger et noter ce qui est en train de dire par un prof. Ça va être très difficile pour l'élève et pour l'enfant pour pouvoir suivre. Et donc, l'écriture et le papier ont facilité un petit peu cette chose. Par la suite, le fait d'avoir des personnes qui vont écrire et réécrire, on aurait besoin de plusieurs personnes qui vont faire tout ceci. Au moyen, dans le 15e siècle, au 15e siècle, on a inventé ce qu'on appelle l'imprimerie, grâce à Gutenberg, bien évidemment. L'imprimerie, a encore une fois facilité la transmission de connaissances. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé un moyen de pouvoir écrire, par exemple, un livre, un roman, un polycopier, une seule fois, et pouvoir créer des centaines, voire des milliers, voire des millions de copies, ce qui a facilité à pouvoir transmettre la connaissance. Par la suite, au XXe siècle, on a trouvé un autre moyen, c'est de pouvoir transmettre l'information à travers l'ordinateur. Et c'est principalement la révolution de l'Internet. Et d'ailleurs, tout le monde il est avec nous aujourd'hui, dans cette belle soirée. J'espère que ça va être très enrichissant pour tout le monde. S'il n'y avait pas ce moyen d'Internet, on ne pouvait pas communiquer avec les parents, avec les élèves, et chacun chez lui. D'accord? Il ne s'est pas déplacé.
il est resté chez lui en train d'écouter, en train d'entendre, de suivre avec nous. Il peut poser des questions. Maintenant, la dernière révolution, c'est la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, au lieu d'avoir juste un moyen et des outils informatiques très basiques, on a inventé, bien évidemment, une informatique qui est intelligente. Cette informatique qui ne va pas juste transmettre l'information transmise par l'humain, mais aussi nous avons un moyen pour pouvoir communiquer avec la machine. D'accord? L'exemple que vous connaissez tous, c'est le ChatGPT. Bien évidemment, tout le monde l'a utilisé. Donc, vous avez un moyen pour pouvoir poser des questions, les recevoir et communiquer, chercher des informations. Bien évidemment, on faisait ça juste auparavant avec les moteurs de recherche. On utilise toujours les moteurs de recherche, mais bien évidemment, on va pouvoir migrer vers les chatbots, d'accord? Parce que les chatbots, c'est beaucoup plus simple, etc. Donc voilà, une idée générale à travers la technologie, comment elle a avancé. Parce que même l'écriture, on peut la considérer comme technologie. C'est pas juste, il ne faut pas être relié seulement aux technologies de l'information et de communication. Ce n'est pas juste des technologies numériques. Le feu, c'est une technologie. La roue, l'invention de la roue, c'est une technologie. Et donc, tous ces moyens-là, ce sont juste des outils que l'humain peut les utiliser pour pouvoir s'en servir, etc. On peut revenir par la suite pour parler bien évidemment des pour et des contre, etc. Et comment on doit les utiliser d'une manière responsable, d'une manière éthique, quelle régulation, etc. Mais je voulais juste pouvoir simplifier que l'histoire, on ne va pas dire qu'elle se répète, d'accord? Mais elle évolue, d'accord? Nous sommes dans une évolution technologique de l'humanité. Voilà. Alors, j'entends, moi, ça m'a permis l'aspect historique, c'est un bon rappel pour dire, oui, qu'on est dans ce cycle, comme tu l'as dit. Et j'entends le mot qui est revenu souvent, c'est la question de la facilitation, Oula, j'en perds mes mots. En tout cas, le fait de faciliter, comme tu l'as dit, par la roue, le papier, etc., l'IA, elle vient dessus, mais ça peut perdre un peu au scandale. Et là, je m'adresse justement à vous trois. Si aujourd'hui, on ne perçoit pas l'IA, enfin, si on continue plutôt de percevoir l'IA telle qu'elle est, comme un outil de triche, parce que là, dans les commentaires, on voit comment est-ce que je peux tricher avec l'IA, est-ce que les profs ils vont s'en rendre compte, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer si on continue à se voiler la face Alexandre, justement, est-ce que tu trouves que dans le corps enseignant, il y a une politique de l'autruche, ou à un moment donné, on sent qu'on s'y intéresse, l'IA, pour toi, elle va clairement faciliter le travail de l'enseignant. Qu'est-ce que tu en penses, justement? Ton micro, il est coupé, par contre. Oui, je disais, il y a plusieurs choses. Les gens le découvrent au fur et à mesure, l'IA. Donc, les enseignants, ils en sont quand même assez éloignés. Mais là, depuis cette année, moi, j'observe qu'ils l'utilisent de plus en plus, qu'ils le découvrent peut-être des fois à travers les élèves. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, tiens, ben justement, là, je bloque sur… j'ai du mal à faire mes synthèses, je manque d'idées pour faire mes synthèses dans les bulletins. Je vais demander à l'IA de me proposer des solutions. Et ça va marcher. Quelque chose qui est très fastidieux chez les professeurs, c'est de faire des QCM, par exemple. Ben, l'IA, elle sait très bien faire ça. On peut lui donner le cours, son cours, hein, on va lui donner son cours, et l'IA va faire un QCM. Donc ça, c'est très pratique. Après, le QCM, on en fait ce que l'on en veut. On le met dans le logiciel à QCM de l'école, ou on le met dans Word, et ça fait un petit contrôle de… Donc ça, les enseignants aiment beaucoup ça. Et ils prennent de plus en plus conscience qu'effectivement, les élèves peuvent faire leurs devoirs avec. Aujourd'hui, on prend une photo, on la donne à ChatGPT et elle donne la solution à la réponse. Donc, d'ailleurs, en parlant de ChatGPT, je me permets de te couper. J'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de voile sur l'IA, et que là, on parle vraiment du corps éducatif. ChatGPT, alors que l'univers de l'IA est assez immense. Et est-ce que c'est juste mon ressenti, ou c'est aussi le vôtre, que l'IA, des fois, pour les élèves ou même les profs, se résume à ChatGPT? Alors, ça, c'est pour leur usage personnel, oui. Après, il y a plein d'IA un peu partout, hein.
ne serait-ce que quand on utilise un GPS, il y a de l'IA dedans. Hein. Quand on utilise Google, il y a de l'IA dedans. Donc l'IA au sens général des réseaux de neurones, elle est partout. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi, comme je disais, hein, dans la définition de l'IA, il y a aussi ce qui fait le buzz. Donc ils réussissent à faire le buzz, donc ils captent l'attention des utilisateurs. Comme on est dans une économie de l'attention, c'est vrai que tout le monde utilise ça. Mais après, il y en a plein d'autres, il y a des concurrents. Hein. Moi, pour programmer, je n'utilise pas du tout ChatGPT, j'utilise Claude, mais peut-être que demain, je vais utiliser une troisième IA, etc. Enfin, par rapport à la prise de conscience, souvent, ça se fait au travers des élèves qui, entre guillemets, trichent. Et tout d'un coup, les professeurs renoncent finalement à donner des devoirs à la maison parce que c'est tellement facile que finalement, ce qui va nous intéresser, nous, dans l'éducation, c'est pas le but, c'est-à-dire le devoir rendu, la copie rendue, c'est le chemin de l'élève. Puisque nous, ça fait longtemps qu'on n'est plus là, comme vous le disiez, pour distribuer le savoir, puisque le savoir, il est partout. Il est dans les livres, il est dans Wikipédia, il est dans Google, le savoir. Nous, on n'est plus là pour distribuer le savoir. Souvent, moi, je peux trouver des cours que je suis en train de faire qui sont bien mieux faits sur YouTube, parce que c'est un professionnel qui a pris du temps pour faire ce cours-là. Mais par contre, moi, ce que je vais apporter en classe, c'est je vais aider l'élève dans sa démarche pour s'approprier le cours. Je vais lui poser les bonnes questions, je vais le suivre, je vais lui dire, mais ce cours-là, tu es passé au cours numéro 2 alors que tu n'as pas compris le cours numéro 1, donc c'est normal que tu n'y arrives pas. Et nous, on va l'aiguillonner, on va lui dire, là, il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Une fois que tu as la bonne réponse, et ensuite j'aurai quelques exemples à donner, mais on les gardera peut-être pour tout à l'heure, c'est-à-dire, il ne faut pas que tu t'arrêtes à ces réponses que tu as copiées dans Wikipédia ou que tu as données à ChatGPT. Il faut que tu comprennes que tu dois aller plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, il va devoir exercer son esprit critique. Et ça, si un élève qui exerce son esprit critique, il n'y a que l'enseignant qui peut lui apporter ça. L'IA, elle ne peut pas lui apprendre à exercer son esprit critique. Parce que l'esprit critique, c'est aussi vivre ensemble. On ne peut pas apprendre tout seul, on vit dans une société, et l'IA, elle ne va pas nous dire, elle ne va pas nous apprendre la politesse, en fait. Ça, ce n'est pas possible. Donc, si je comprends bien, en fait, l'IA, au travers de l'IA, on ne va plus noter sur les résultats, mais plutôt sur les moyens. On ne sera plus dans une politique de résultats, mais dans une politique de moyens. C'est le voyage qui compte, hein. C'est le voyage, hein. Ce n'est pas la destination. Ça, on le sait depuis longtemps. Hein. Nous, on est là pour les accompagner. Ils disent les résultats. Le voyage, il se termine avec une note. Si l'éducation, c'est obtenir une bonne note au mémoire, tout à l'heure, j'aurai un exemple, comme je vous disais, sur le mémoire de troisième. Si le but de l'éducation, c'est d'obtenir une bonne note au mémoire, dans ces cas-là, ça ne sert plus à rien de faire des études. Hein. Mais du coup, ça me fait penser à une réflexion, là, je pense à lire, à Lille, parce que si on est sur du moyen, mais après, ces enfants qui, justement, utilisent l'IA, ils vont entrer dans le monde du travail. Et ce matin, justement, je discutais avec une amie qui, elle, est Scrum Master et du coup, l'IA. Et il s'avère que c'est utilisé à outrance, mais elle dit vers quoi on emmène nos enfants. Plus tard, ils vont être recrutés sur quelle base? Parce que je veux bien l'histoire du chemin, le moyen, etc. Mais après, quand quelqu'un il arrive, dans son CV, il y a quoi concrètement? Il peut être recrutable et recruté sur quelle base? Parce que ça remet en cause. Je suis pas dans l'entrepreneuriat. Ali, tu peux m'aider là-dessus. Mais quelqu'un est embauchable, recrutable sur une base il y a déjà le CV qui est un résultat en soi. Où on peut voir le fameux voyage que l'IA peut donner. Je ne sais pas si ça fait sens ce que je raconte. Moi j'ai une quarantaine d'années aujourd'hui. J'ai vécu la révolution Internet, des télécoms. Et récemment, en fait, j'avais trouvé qu'on avait un peu démocratisé tout ce qui est programmation. J'avais vu l'émergence
de tout ce qui est programmation pour enfants, Scratch, etc. Donc, en fait, on a vulgarisé un peu le fait que l'humain puisse communiquer avec la machine et lui dire, en fait, lui donner des instructions. Cette idée-là, en fait, que la communication avec la machine allait être une compétence clé des adultes de demain. Donc, on allait avoir des dentistes programmeurs, des architectes programmeurs, etc. Et c'est finalement, en fait, l'idée que la technologie allait être de plus en plus généralisée, elle allait être partout, accessible. Et je pense qu'avec l'IA, c'est ce qu'on est en train de faire finalement, en fait. On est en train de faciliter l'accès à la technologie à tout le monde. Donc, pour moi, en fait, la question, en fait, c'est pas quelles compétences sont devenues obsolètes à travers l'IA. Oui, effectivement, certaines le sont devenues. Je pense notamment à l'interprétariat, la traduction, tout ce qui est assistanat, rédaction de base, etc. Même un peu tout ce qui est infographie, on a vu avec Dali et tout ce qui est montage vidéo, ça va être de plus en plus comme ça. Mais globalement, c'est comment est-ce qu'on utilise l'IA? Comment est-ce qu'on l'utilise? C'est tout ce qui est, on appelle ça l'ingénierie du prompt, ou pour être plus direct, c'est l'art de poser les bonnes questions à la machine. Et là, en fait, c'est tout un art et toute une manière, en fait, et je pense que on doit être formé là-dessus, parce que je vois beaucoup de gens, adultes et enfants, qui utilisent l'IA, en fait, comme en fait, j'ai vu des gens insulter des IA. Insulter ChatGPT ou donner des instructions très courtes sans contexte. Et là, en fait, là vraiment, il y a toute une réflexion à avoir. Il y a toute une réflexion à avoir et une formation à faire à tout un chacun pour expliquer comment on pose les bonnes questions à l'IA. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce que ça m'a énormément facilité mon travail au quotidien. J'ai des prompts. Alors pour tout le monde, c'est les questions en fait qu'on pose à ChatGPT. J'ai des prompts qui sont récursifs, c'est-à-dire des prompts qui s'améliorent eux-mêmes en posant des questions pour avoir plus de contexte. Parce qu'il faut comprendre que ChatGPT ou n'importe quelle IA, au global, surtout ChatGPT qui est une IA basée sur le langage, c'est une IA qui est assez. En fait, c'est comme une sphère en fait. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais si on lui dit en fait qu'est-ce qu'on attend d'elle, par exemple, tu es médecin de plus de 40 ans. Bon, ce n'est pas un très bon exemple hein, parce qu'en termes de santé publique, mais l'idée, c'est tu es médecin de plus de 40 ans d'expérience en, je dirais, quelque chose comme l'oncologie. Quelle serait, en fonction du contexte donné, la meilleure chose à faire par rapport à ma situation? On va avoir des réponses qui seront beaucoup plus précises. Donc, ouais, pour moi, en fait, la compétence principale, c'est de savoir utiliser l'IA, de monter à cheval sur l'IA. C'est pas de se mettre dans une situation de concurrence. Et j'avais adoré, en fait, Alexandre, je pense que c'était toi, l'autre jour, on discutait, tu me disais, en fait, que les enseignants n'allaient pas être remplacés par l'IA, mais ils allaient être remplacés par des enseignants qui font de l'IA. Ça, j'ai trouvé ça très fort, en fait. C'est exactement ça. Ouais. Alexandre, tu as eu Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'IA, elle va apporter de la productivité et l'IA ne va pas remplacer les travailleurs. C'est les travailleurs qui utilisent l'IA qui vont remplacer les travailleurs qui ne l'utilisent pas. Alors, je pense que j'ai vu passer dans le chat des questions. À quel âge on peut utiliser ChatGPT? Je pense que c'est une très, très bonne question. C'est qu'est-ce qui va se passer, en fait? Il y a des petits exemples comme ça. C'est-à-dire que prenons le cas facile d'un élève qui veut faire un prompt, comme tu viens de dire, Ali. Eh bien, s'il veut faire le prompt, il va devoir maîtriser la langue française. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il apprenne la langue française, enfin la langue française ou la langue de son pays, hein, mais ici, on parle français. Il va devoir maîtriser la langue, peu importe la situation. Donc, si on lui donne une IA avant qu'il maîtrise la langue, en fait, ça ne marchera pas. Hein. Il faudra d'abord qu'il apprenne à lire et à écrire, et après, il pourra continuer à s'améliorer. C'est ce dont tu parlais, tu avais expliqué le terme de l'agentivité de la personne vis-à-vis de l'IA, en fait. C'est nous, c'est ce qu'on a remarqué dans nos expérimentations sur Ansu. C'est-à-dire que
en dessous, c'est un outil. C'est un outil, c'est comme une calculette ou un correcteur orthographique. Et en fait, il doit nous aider à mieux produire. Un outil, c'est fait pour ça. Tout le monde l'a dit ce soir. Et nous, l'idée, c'est de passer, on a créé une grille en 3 étapes. C'est-à-dire que le premier élève, il va être passif vis-à-vis de l'IA. Il va lui dire fais-moi mon exercice. Et il va copier-coller l'exercice et il va le rendre au professeur. Donc ça, c'est l'étape passive. Et ensuite, on va lui dire mais non, il faut t'engager. Il faut personnaliser la réponse. Il faut l'adapter à ce qu'a demandé le professeur. Il faut l'adapter à ta situation, à toi. Ça, c'est la partie engagée. Et enfin, il va y avoir une partie autonome où l'élève va pouvoir apprendre avec l'IA. C'est-à-dire qu'il va lui dire le professeur m'a donné un devoir, propose-moi des idées. Ou j'ai trouvé des idées, comment je peux les mettre en place. Ou il y a un chapitre que je n'ai pas compris, est-ce que tu peux me réexpliquer avec des mots plus simples, comme si j'avais 6 ans, ça c'est un prompt qui est connu. Et même à la fin, il peut demander à l'IA de l'interroger sur la leçon. Il dit voilà ma leçon, est-ce que tu peux me poser des questions? Et je vais essayer d'y répondre et tu vas me dire si j'ai bien répondu ou non. Ça, c'est son rôle de tuteur, c'est très pratique. Si on prend, moi j'ai des collègues, ils sont catastrophés parce que au moment du rapport de stage de 3e, les élèves, ils font des copier-coller, ils utilisent la petite astuce qu'a donnée Ali, je suis élève en 3e, j'ai fait un stage en boulangerie, est-ce que tu peux me rédiger? Et ils font un copier-coller et ils le donnent au professeur, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de… On ne connaît même pas la boulangerie dans laquelle il est allé. On ne sait même pas s'il faisait plus de pâtisserie ou plus de pain, ou on ne sait rien du tout. Donc ensuite, on va lui demander de personnaliser, c'est la 2e étape. Et à la fin, un bon élève, il va dire, ben voilà, il a fait son brouillon, il va le donner à ChatGPT pour que ça soit un peu mieux formulé. Mais le brouillon, il sera déjà fait. On aura déjà les petites anecdotes, ce qui lui a plu, etc. Donc ça, c'est très important. Et nous, on intervient en tant qu'enseignants pour dire il faut séparer le désir de savoir et l'envie d'apprendre. Et souvent, les élèves, ils confondent un petit peu. Ils ont juste envie de savoir. Donc, ils vont chercher le savoir comme ça direct. Ils sont assez passifs. Ils font du copier-coller. Et nous, on doit être là pour leur donner l'envie d'apprendre. C'est-à-dire, c'est qu'ils se disent, je souhaite savoir jouer de la guitare, et il faut qu'ils passent à j'ai envie d'apprendre la guitare, parce qu'apprendre la guitare, c'est pas facile. Mais bon, on aimerait tous maîtriser l'instrument. Ah, c'est beau, là, cette dernière phrase, elle se conjugue parfaitement avec le live d'aujourd'hui, j'aime bien. Et du coup, ça amène à une question, je suis en train de lire les commentaires. Il y a une question sur la question de l'éthique depuis tout à l'heure qui revient. L'envie d'apprendre, la question d'équité, etc. Plusieurs questions tournent autour de ça. Est-ce qu'il y a de la réglementation? Est-ce qu'il y a de l'éthique? Comment ça se passe au niveau de la transparence? Parce que envie d'apprendre, surtout quand il y a des questions sur les enfants, à quel âge on peut l'utiliser, la démocratisation de l'IA, mais il y a les risques aussi, effectivement. Alors, peut-être, Khalil, je ne sais pas si tu es documenté là-dessus, c'est sur cette question de réglementation de l'IA vis-à-vis de l'éducation. Qu'est-ce qu'il en est? Comment le professeur, comment le parent, beaucoup le parent, comment l'élève? Moi, je me rappelle du contrôle parental Internet, qui consistait en un blocage de site. Bon, là, je pense qu'on passe pour des vieux auprès des jeunes. Mais aujourd'hui, au niveau de l'IA, comment ça fonctionne, cette question d'éthique? Oui, exactement. Donc, tout d'abord, je tiens juste à signaler que actuellement, personne n'est préparé à la manière dont l'IA va transformer le monde de l'éducation. D'accord? Parce que vous savez que l'évolution des technologies, il passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est seulement dans la recherche scientifique où les chercheurs innovent. D'accord? L'IA, il est très ancienne. À partir des années 50, on a commencé à écrire les premiers algorithmes et le terme intelligence artificielle a été inventé en 1956. Donc, c'est très ancien. Mais ces vraies applications pratiques n'ont apparu que ces dernières années. D'accord? C'est vrai que
euh, tout le monde utilisait YouTube. YouTube, lorsque vous regardez une vidéo, bien évidemment, elle est basée sur un système de recommandation qui est une intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'il va pouvoir te proposer les vidéos qui sont susceptibles de t'intéresser beaucoup plus que les autres. Ça, c'est les 10 dernières années, d'accord? À partir des plus de 10 années, les 10 dernières années, on a utilisé ça, c'est-à-dire on a intégré ces systèmes de recommandation dans les sites e-commerce, etc. Le problème qui se posait, c'est que les gens ne ressentaient pas cette intelligence artificielle, d'accord? Ils l'ont pas ressenti. Ce qui s'est passé dernièrement, dans les 2 dernières années, surtout avec ChatGPT, c'était la nouvelle vague d'intelligence artificielle, c'est qu'il est transmis à la société. Au début, c'était juste limité entre les experts et les chercheurs, et les personnes, généralement, un citoyen, il entendait parler de l'intelligence artificielle. Mais avec les chatbots, il l'a vraiment ressenti. Il a vraiment ressenti une intelligence artificielle, il a ressenti un logiciel qui est intelligent, qui peut communiquer avec lui. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des chatbots. Mais les chatbots, ce n'est rien d'autre qu'une des applications d'intelligence artificielle. Et on a plusieurs. Sauf que l'ancienne génération, lorsque j'ai dit ancienne, c'est juste à partir de 2010. C'était ce qu'on appelait l'IA prédictive. C'est-à-dire, elle fait de la prédiction. D'accord? Elle te propose des cours. Elle te propose des vidéos. Elle te propose des produits selon tes propres intérêts. Et on est passé à l'IA générative, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui génère du contenu. Et la génération du contenu ne se limite pas seulement au texte, mais bien évidemment, c'est à l'image, à la vidéo, etc. Donc, maintenant, concernant l'éthique, bien évidemment, il est très simple de pouvoir interdire. Donc là, interdire quelque chose, c'est la manière la plus simple et généralement, mon avis, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, je préfère pas cette perspective d'interdiction. Et je vais dire pourquoi et je vais parler de quelques limites. Lorsqu'on commence à pouvoir interdire les outils, on commence à interdire, par exemple, la technologie, les gens vont pouvoir s'intéresser encore plus. D'accord? Ils vont pouvoir s'intéresser encore plus sans pouvoir connaître le pourquoi de la chose. Moi, ce que je pense, c'est qu'on doit pouvoir repenser l'éducation elle-même. C'est-à-dire, n'est pas juste de pouvoir l'améliorer. Parce que je pense que l'éducation idéale, c'est celle qui permet à un enfant de grandir, de s'épanouir dans sa société. Et en fin de compte, c'est pas juste de pouvoir faire sortir un professionnel du métier, mais de pouvoir nous faire ressortir un adulte responsable. Et bien évidemment, dans ce cas-là, l'éducation ne doit pas se limiter seulement à l'accès de la connaissance, le partage de la connaissance, parce que maintenant, la connaissance, elle est partout. Et avec des simples communications, c'était même avant les chatbots, c'est-à-dire suite à partir d'Internet, de Google, je peux chercher l'information et on critiquait auparavant Google. On disait que voilà, tu as devant toi Google, tu peux chercher l'information. Parce que les mêmes problèmes, ils se répètent, mais avec un autre degré. C'est-à-dire que lorsqu'on donnait par exemple des devoirs aux élèves ou bien aux étudiants de pouvoir les faire chez eux, donc auparavant, il y avait les bouquins, il y avait les livres. C'est-à-dire qu'on a changé un petit peu la manière de pouvoir évaluer l'élève. Dans l'examen, lorsque les documents ne sont pas autorisés, donc il est face à l'épreuve, il doit pouvoir répondre avec ce qu'il a appris. Il doit pouvoir utiliser son esprit critique et d'analyse critique. Mais par contre, lorsqu'il est chez lui, eh ben, tous les documents sont autorisés et même beaucoup plus. Ses parents aussi sont autorisés, c'est-à-dire ils peuvent aussi partager avec lui de la connaissance sans que personne ne peut le savoir. Donc ça, c'est les questions que tout le monde se pose. Que faire avec l'élève lorsqu'il est chez lui? Est-ce que je vais pouvoir lui interdire? Est-ce que je dois lui autoriser de faire ça et ça? Vous savez, le bien existe et le mal existe. Les deux existent. Donc, ça va dépendre de la personnalité de la personne. C'est pour ça qu'on doit pouvoir se focaliser non pas à faire sortir de l'école des élèves qui vont maîtriser le langage, la lecture et le calcul, comme ce qu'on faisait auparavant, mais de pouvoir changer la manière d'enseigner dans l'école. Généralement, cet univers de compétition qui oppresse les enfants, les ennuie parfois, les rend phobiques
avec ses devoirs de la maison, etc. Et donc, peut-être qu'on doit pouvoir se focaliser sur la curiosité. Parce que vous savez, lorsque l'enfant il est curieux, il veut bien apprendre quelque chose, c'est vraiment très important pour lui. Vous savez qu'il y a les inventions à travers l'histoire et la connaissance à travers l'histoire, elle a été partagée par les philosophes, par les scientifiques, par les savants. Mais juste la manière avec laquelle tu vas pouvoir apprendre une nouvelle chose, l'enfant, il doit apprendre à aimer et apprécier ce qu'il est en train d'accumuler. Et donc là, je pense qu'on doit pouvoir s'éloigner de la tête pleine, d'accord? Et on doit pouvoir se focaliser beaucoup plus sur la tête bien faite. Oui, Aurélie, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je t'écoute, la Montaigne, il est là, je t'écoute avec. Ouais. Ouais. Et bien évidemment, parce qu'on doit pouvoir distinguer entre, bien évidemment, un élève qui est bien formé, qui peut, par exemple, produire de la connaissance, qui est aussi social, d'accord? Et on doit pouvoir socialiser un petit peu l'éducation elle-même. Et vous savez, il y a un livre qui est très reconnu, Why A Students Work for C Students. Voilà, il y a un livre qui a été écrit Why A Students Work for C Students, c'est-à-dire les personnes qui ont les plus hauts degrés, les plus bonnes notes, à la fin, ils travaillent chez les autres. Pourquoi? Ça, c'est pas pour dire aux élèves de ne pas travailler, d'accord? Mais il faut juste savoir, ils ont analysé un petit peu cette chose-là. Pourquoi? Pourquoi les autres, généralement, statistiquement parlant, bien sûr, il y a toujours des exceptions, pourquoi ces personnes, ils réussissent beaucoup plus dans le marché du travail, pourquoi ils occupent des responsabilités. Et si on comprend vraiment le pourquoi de la chose, on va pouvoir réussir. Et bien sûr, ça, c'est un message à tous les parents qui peuvent compléter ce qui est donné par l'école. Donc, il faut savoir le pourquoi de la chose. Pourquoi? Tout simplement, l'auteur, il explique la chose suivante. Il dit que lorsqu'on est limité seulement à la connaissance qui est partagée dans l'école, tu regardes une personne, un élève qui est juste concentré sur ses devoirs, qui est concentré juste sur la lecture, sur l'apprentissage, etc. Mais c'est très rarement qu'il communique avec ses camarades. C'est très rarement qu'il est impliqué dans du travail associatif. Parce que dans le travail associatif, il va apprendre à travailler en équipe avec les autres. Et lorsqu'il va intégrer le marché du travail, eh ben là, il va se rendre compte qu'il n'est pas juste devant une machine, mais il travaille avec une équipe et il ne contient pas toute l'information. Il a besoin de son collègue pour qu'il puisse donner une partie d'une tâche bien déterminée et à partir d'une autre tâche d'un autre collègue qu'il doit pouvoir rassembler pour pouvoir livrer à la fin un projet à son supérieur. Donc là, il n'est pas vraiment… Les fameux soft skills, en fait, que l'IA, elle, ne peut remplacer. C'est ce dont tu parles, Yek. Oui, exact. Exact. Alors, on a bientôt terminé, en fait, le live et je voudrais juste qu'on rebondisse. Alors, tu parlais justement on parle marché de l'emploi. Il y a eu des questions vis-à-vis de ça. C'est quels sont les métiers les filières vers lesquelles il vaut mieux se diriger et les métiers, plutôt les filières vers lesquelles aujourd'hui l'IA aura une portée. Si quelqu'un a une opinion là-dessus, en tout cas, parce qu'on a beaucoup de terminales qui se posent la question, et voilà. Donc, les filières qui vont être fortement impactées par l'IA, à votre avis, ce sont lesquelles? Si vous avez une idée. C'est pas facile comme question, hein, c'est pas facile comme question, mais je pense effectivement qu'il va y avoir, la seule chose qu'on peut dire, c'est que ça va beaucoup changer. La santé, c'est clair. Alors, à Casablanca, c'est vrai qu'il y a beaucoup pour toi, Alexandre, si tu veux, dans le supérieur, beaucoup se dirigent vers l'ingénierie, la médecine, l'architecture et le commerce. Et en discutant avec des étudiants hier, ils ne comprenaient pas pourquoi la santé et l'architecture pourraient être touchées par l'IA. Il y a autant chez certaines filières, c'est facile, autant chez certaines filières, l'idée de l'IA ne percute pas encore. Donc, si vous avez une petite recommandation justement à ces étudiants qui vont partir et qui se demandent l'IA, comment elle va complètement changer leurs études et leur métier à venir.
Non, mais je pense que ce qui est l'ingénierie, par exemple, ça s'est vu beaucoup hein, dans l'ingénierie. C'est-à-dire qu'il y a, c'est exactement ce que disait Monsieur Khalil. C'est-à-dire que les bons ingénieurs, c'est les gens qui, c'est au final, la plupart du temps, c'est les gens qui savent gérer un projet, qui savent gérer une équipe. Les compétences techniques, les compétences, les sciences, le calcul, tout ça, c'est très important. Mais dans une carrière, savoir mener à bien un projet, c'est quand même ce qui est le plus précieux. Moi, c'est ce genre de conseils que je pourrais donner. Donc, comme Et tu en disais, fait, gérer un projet, c'est fondamentalement, c'est effectivement gérer des hommes et communiquer, c'est les soft skills et aussi résoudre des problèmes. Parce qu'un projet, en fait, il vient résoudre une problématique donnée. Donc, en fait, pour moi, ce qui va rester, c'est l'ingéniosité, la débrouillardise, la capacité à résoudre des problèmes. Et puis les soft skills. Finalement, en fait, c'est le sens commun. On dit que le sens commun n'est pas commun. Il n'est pas si commun que ça. Voilà, pour moi, en fait, c'est ce qui va rester. Justement, du coup, tout à l'heure, il y avait une question qui revenait sur la question d'inégalité. L'IA, est-ce qu'elle va créer des inégalités? Mais dans ce que vous dites tous les trois, l'IA ne va pas creuser d'inégalités puisque ce sont les soft skills. Et les soft skills, elles se développent partout. Tout à l'heure, tu disais, Khalil, voilà, de l'associatif, sortir en fait du cadre scolaire et se perfectionner. Donc, est-ce que vous pensez-vous que l'IA va générer des inégalités dans le domaine de l'éducation au-delà, bien sûr, des politiques budgétaires qui vont être attribuées à certains établissements, certaines zones rurales, zones urbaines, etc. Certainement, elle va générer des inégalités. Ben, certainement, vous savez qu'il y a plusieurs pays dans des zones bien particulières qui n'ont même pas l'accès à Internet. D'accord? On ne parle même pas d'intelligence artificielle. Il y a même des personnes dans des zones qui n'ont même pas de l'électricité. D'accord? Donc, ces personnes, généralement, n'ont pas l'accès à ces outils d'éducation comme les autres. Maintenant, si on passe encore une fois vers l'intelligence artificielle, il y aura toujours cette question d'inégalité qu'on doit pouvoir, bien évidemment, la combattre ensemble. Parce que même l'accès à la connaissance et à travers Internet, on a pu, entre guillemets, démocratiser. D'accord? Mais si on regarde les statistiques, dans plusieurs zones qui n'ont pas bien évidemment l'accès seulement à Internet pour qu'ils puissent utiliser ces outils. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ces outils-là, ils ne vont pas devenir gratuits. C'est-à-dire qu'on va augmenter un petit peu les prix. D'accord? Et donc, même si vous utilisez des outils qui sont vraiment gratuits, bon, les institutions qui ont plus les moyens, ils vont utiliser des applications qui sont plus performantes que les autres. Et donc, bien évidemment, ça va un petit peu créer des soucis. Mais en tout cas, on peut dire que c'est beaucoup mieux que s'il n'y avait pas l'intelligence artificielle. D'accord? S'il n'y avait pas d'Internet, s'il n'y avait pas du digital. Auparavant, je pense que ce gap, il a un petit peu été réduit parce que maintenant, à partir chacun de chez lui, il peut accéder à toute la connaissance, il peut utiliser tous les outils d'intelligence artificielle. Et on peut bien évidemment se pencher sur l'innovation pour pouvoir diminuer ce gap. Vous avez parlé des futures of les métiers, d'accord? Ça, c'est vraiment très important. On avait organisé une conférence sur Reshaping Work in the Era of AI. Et the World Economic Forum, il publie chaque année. Vous pouvez voir d'ailleurs parce que les jobs, ils changent, d'accord? Bon, je conseille à tous les parents. Regardez le rapport chaque année, 2024, je pense 2025. Non, c'est pas encore 2024, il est sorti. Et c'est The Future of Jobs, d'accord? Il parle des nouveaux jobs, des nouveaux métiers. Mais là, ce que je voulais bien dire, est-ce que l'intelligence artificielle, elle va remplacer des jobs, etc., c'est que l'intelligence artificielle, elle travaille au niveau des tâches bien spécifiques. Et donc, c'est pour ça qu'on doit se focaliser beaucoup sur les compétences et les skills. C'est très rarement que vous allez trouver tout un job qui va pouvoir être éliminé. Et c'est pour ça que même les grands cabinets de conseil ne sont pas d'accord sur le pourcentage des jobs qui vont être éliminés, qui vont être réduits. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème sur la définition du métier lui-même
et aussi de la tâche. Parce qu'il y a, par exemple, on peut dire que dans un métier, on peut automatiser 30% des tâches. D'accord? Pour d'autres, on peut automatiser 25% de tâches. Donc, un conseil pour les élèves, parce que le bac, c'est quelque chose de… On pense que c'est une étape primordiale, d'ailleurs. Le bac, c'est une étape primordiale pour tous les élèves. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir intégrer les études universitaires, d'accord? Et les études universitaires, c'est un autre chemin avec d'autres défis, bien évidemment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est à travers, bien évidemment, il y a trois points que je voulais bien partager. Première chose, c'est regarder ce que vous appréciez, ce que vous aimez, d'accord? Vous devez continuer votre carrière dans quelque chose que vous aimez, que vous appréciez, d'accord? Vous êtes curieux de pouvoir apprendre quelque chose. Je pense que le bac va pouvoir vous donner ces idées. Est-ce que je me sens plus à l'aise dans les matières scientifiques? Est-ce que je suis plus à l'aise dans la communication? Est-ce que je suis plus à l'aise dans les études de commerce, etc. Donc, essayez de pouvoir se focaliser sur ce que vous voulez. Comment vous pouvez détecter ce que vous voulez? Essayez de regarder dans les moments de détente. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quelles sont les vidéos que vous êtes en train de suivre? D'accord? Donc, vous pouvez avoir une… Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus? Et les parents, ils peuvent détecter ça rapidement chez les enfants. Ils parlent beaucoup de l'histoire, ils parlent beaucoup de la géo, ils parlent beaucoup des choses bien précises. Bien sûr, il faut pouvoir les détecter. La deuxième chose, c'est l'intelligence artificielle, l'informatique, elle est devenue primordiale. Ça y est, on doit pouvoir la maîtriser. Ce n'est pas maîtriser l'architecture elle-même, parce qu'il y a très peu de personnes qui vont poursuivre leurs études dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire développer les algorithmes. On ne demande pas ça, sauf pour les étudiants qui ont cet esprit mathématique et informatique, qui veulent bien écrire des algorithmes. Mais je parle de l'utilisation, d'accord? C'est comme la voiture. On n'est pas en train de former des mécaniciens, d'accord, qui comprennent la mécanique de la voiture. On est en train de former des personnes qui conduisent correctement la voiture. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Troisième chose, l'agilité. Vraiment, vous devez devenir très agile, surtout avec les nouvelles générations. Vous devez être capable de pouvoir s'adapter rapidement à votre environnement. C'est-à-dire, vous changez un métier d'un autre, vous adaptez d'une manière rapide. Vous apprenez toujours, c'est la formation tout au long de la vie. Et voilà. Donc, ne restez pas très rigide, restez très ouvert, communiquez avec les gens, partagez les expériences. Et voilà, je pense que c'est un bon moyen pour pouvoir réussir. Justement, Ali, tu voulais conclure sur Ralil? Oui, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. La vérité, c'est pas facile d'être concis. Mais globalement, en fait, moi, je vais donner les idées en vrac. La première chose, c'est par rapport aux métiers du futur et à ceux qui vont en profiter, ceux qui n'en profitent pas. Je pense qu'on est en plein dans ce qu'on appelle depuis quelques années la fracture digitale, c'est-à-dire entre ceux qui sont du coup de la technologie et qui l'utilisent, et ceux qui ne savent pas même l'utiliser ou même ne serait-ce que son existence. Donc, et la fracture digitale, elle est générationnelle et sociale. Elle est plus générationnelle que sociale, mais elle est les deux. C'est-à-dire, elle est entre les personnes âgées et les jeunes. Les personnes âgées n'utilisant enfin, pas ou peu les nouvelles technos, et les jeunes qui sont friands de toutes ces nouvelles technos et qui sont à fond dessus. Et social, effectivement, entre les personnes qui sont moins aisées et celles qui ont les moyens d'avoir les technologies qu'il faut. Donc ça, c'est le premier point, c'est que si on veut être du bon côté de l'histoire, il faut savoir utiliser les nouvelles technologies, notamment l'IA. Donc, j'encourage tout le monde à penser effectivement au métier et aux choses qu'il ou elle aime, mais en combinant sa passion avec les nouvelles technos. Ne pas prendre aujourd'hui, imaginer l'enseignement sans nouvelles techno est une aberration, comme la médecine sans nouvelles technologies, comme n'importe quel métier. Il faut absolument intégrer cette valence technologique de manière totalement combinée avec le métier qu'on va faire. Et puis c'est tout. Hein. Si quelqu'un a des questions, alors ouais, j'ai des prompts pour poser les bonnes questions en fait, et améliorer les questions si les élèves ou des enseignants sont intéressés. Et je vois qu'il y a des enseignants qui ont posé des questions sur comment passer au numérique
comment utiliser l'IA, comment se mettre à niveau, n'hésitez pas à, je pense, laisser vos contacts, par exemple, et on pourra communiquer ensemble. Voilà. Merci de m'avoir laissé la parole, Aurélie. Une belle conclusion. Et Alexandre, est-ce que tu veux conclure toi également de ton côté? Parce qu'on arrive à la fin. Sur les métiers, je ne sais pas, mais j'ai lu une anecdote, plutôt une citation ce matin qui m'a fait beaucoup réfléchir, notamment aux IA qui sont devenus des maîtres de Go, puisque les IA sont les meilleurs au jeu d'échecs, les meilleurs au jeu de Go. Et il y a quelqu'un qui me disait, oui, mais le jeu de Go, c'est l'homme qui l'a inventé. C'est-à-dire qu'on aura toujours cette supériorité. C'est vrai qu'on a inventé le jeu de Go, on a même inventé la machine qui bat tous les humains au jeu de Go, mais l'IA n'est pas capable de faire ça. Elle est capable de battre les humains, mais elle n'est pas capable d'inventer le jeu de Go. Donc, il reste beaucoup de choses du côté de l'imagination et de la créativité à explorer. Magnifique. Terminer sur le jeu de Go, c'est parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est vrai qu'une heure, c'est court pour parler de tout ce dont on voulait parler. Il y a tellement de terrain à développer. Mais voilà. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Le live, pour donc, ceux qui nous ont regardés, merci beaucoup pour vos questions vraiment très pertinentes. Le live sera rediffusé également. Donc, on pourra également répondre à vos questions. Comme disait Ali, de laisser vos coordonnées si vous avez des questions particulières. En tout cas, merci beaucoup Alexandre, Alil et Ali de cette soirée, de cette très belle rencontre. Et une très belle soirée à vous tous. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.